Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Médien TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Justement, c'est un bonheur tous les soirs à 18h30 pour moi personnellement d'être avec vous. Pourquoi je vous parle de bonheur? Parce que justement, on va parler de bonheur au travail. Ce n'est pas simplement une question de bonne ambiance, de rire entre collègues, même si c'est important. Mais vous savez, cette histoire de bonheur au travail est une véritable science. Pourquoi une science? Parce qu'elle permet d'avoir plus de résultats et plus de chiffres. Alors si ça vous intéresse, on en parle tout de suite avec deux spécialistes. Amal Hihi, bonsoir. Ah, ravie de vous retrouver après un si long moment. Ah, merci beaucoup, Amal. C'est un plaisir pour moi aussi de vous retrouver. Vous êtes Business Executive Coach certifié. Et puis, on a avec nous également Monsieur Mustafa Sqat. Bonsoir, Monsieur Sqat. Bonsoir, madame. Vous, Ça va, vous vous allez allez bien? bien, Sidi? Tout va bien? Très bien. Vous êtes Très consultant bien. coach, formateur, CEO. Voilà. Alors, madame, monsieur, donc ce soir, le bonheur au travail, est-ce que c'est possible? D'abord, on va dire pourquoi c'est important d'en parler. Et puis ensuite, on va mettre les choses dans leur contexte. On ne peut pas occulter justement ce qui se passe actuellement, cette période floue, cette période de Covid et comment elle vient impacter ce bien-être en entreprise. Je vous pose la question, Amal Hihi, pour démarrer. Est-ce que c'est important de parler de bonheur au travail dans l'absolu? Ensuite, on abordera cette phase tellement particulière. Tout à fait, Yasmine. Je pense que toute personne est en quête de ce qu'on appelle le bonheur, même si le bonheur est très relatif. La question qui se pose, est-ce que le bonheur, c'est une finalité ou bien c'est quelque chose, ce sont des instants à vivre ou bien c'est une ambiance à mettre en place. On en entend beaucoup parler, mais l'idée, au fait, c'est aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement et ça a été prouvé par les chiffres que tout collaborateur épanoui, tout collaborateur qui prend du plaisir tous les matins à se réveiller pour aller au travail est un collaborateur plus productif et surtout parce qu'il est plus impliqué, plus engagé et donc forcément il va donner de meilleurs résultats. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience que l'humain il est au cœur de toute organisation d'une manière générale. Et aujourd'hui encore, c'est un autre contexte. Je pense qu'on va revenir sur le sujet. Et cette prise de conscience que, quelles que soient les stratégies, les visions, les procédures, les process qui peuvent être mis en place, clairement, aucune organisation ne peut réussir sans le facteur humain avec grand H, les femmes et les hommes qui justement permettent à l'organisation d'être performante. Et cette performance, on l'a longtemps liée à juste l'exécution de la tâche, à vraiment être plutôt vraiment le strict minimum par rapport à un salaire, etc. Et on s'est rendu compte que c'est pas suffisant parce que la génération en plus qui arrive aujourd'hui sur le marché est une génération qui recherche du sens, qui recherche la compréhension dans ses actions, qui est prête à tout laisser tomber pour son épanouissement personnel, qui cherche un équilibre de vie professionnelle, de vie privée. Et donc, c'est comme ça que la question du bonheur a été mise sur la table et on s'est rendu compte qu'effectivement, il faut s'occuper de ses collaborateurs parce que ce sont finalement eux les vrais leviers de la performance des organisations. Alors, vous l'avez dit, Amal Hihi, il faut s'occuper de ses collaborateurs. On va en parler avec vous également, Monsieur Mustafa Sqat. Vous avez également parlé de chiffres, Amal. Alors, justement, pour être concret, on va donner quelques pourcentages et quelques chiffres à nos téléspectateurs pour prendre conscience encore plus de l'importance du bonheur au travail. Un collaborateur heureux, c'est un collaborateur 37% moins absent, 50% plus motivé, 25% plus engagé et 33% plus performant. Alors justement, Monsieur Sqat, est-ce que nos chefs d'entreprise marocains ou dans la région de façon générale sont conscients de l'importance du bonheur au travail, de prendre soin des collaborateurs? Je pense que la conscience est de plus en plus importante aujourd'hui parce qu'on a bien vu que dans beaucoup d'organisations, que le facteur humain était prépondérant et je crois que la pandémie a quelque part a mis un vrai coup on va dire un coup de fouet à cette prise de conscience parce que très rapidement les managers, les dirigeants ont vu que sans aucune attention à leur bien-être, ils ont vu des conséquences justement des fois assez dramatiques, que ce soit les entreprises qui ont subi l'effet négatif économique, que celles qui ont pu surmonter quand même la pandémie économiquement. Dans les deux cas, une organisation non résiliente avec des personnels qui n'ont pas l'habitude, justement, qui ne sont pas dans les meilleures conditions
d'engagement a pu faire sentir des effets très négatifs. Donc aujourd'hui, effectivement, en tout cas, les entreprises avec lesquelles nous sommes en contact, et il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dès le début du confinement, nous avons été contactés de manière assez fréquente par beaucoup d'entreprises, en tout cas certaines entreprises, qui ont tout de suite senti, avant beaucoup d'autres, hein, bien sûr, mais même si le pourcentage est très faible, en tout cas, nous avons été interpellés. Maintenant, est-ce qu'on peut généraliser? C'est un peu difficile de le dire, mais aujourd'hui, la prise de conscience est encore plus forte qu'avant. Alors justement, par rapport à cette prise de conscience, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'est un peu déplacé, compte tenu du contexte mondial, économique mondial, où selon l'Organisation internationale du travail, l'équivalent de 400 millions d'emplois à temps plein ont été perdus au deuxième trimestre 2020. Est-ce que c'est futile, voire déplacé, de encore parler de bonheur au travail lorsqu'on a encore, entre guillemets, la chance d'avoir encore son job? Il est regrettable ce qui se passe aujourd'hui. Bien sûr, les pertes d'emploi, on ne peut jamais s'en réjouir, on ne peut que justement réfléchir et puis et compatir. Maintenant, est-ce que ceux qui sont en activité encore, faut-il les condamner à être malheureux au travail? Je ne pense pas. De toutes les manières, je ne sais pas moi, si je dois faire une petite équation très rapide, si ceux qui sont malheureux au travail doivent contribuer à ce que les autres retrouvent leur travail, ce serait quand même dramatique qu'ils ne le soient pas et qu'ils ne soient pas justement dans les meilleures conditions. L'idée pour moi, c'était pas justement qu'ils soient malheureux au travail, mais compte tenu du fait que pour certains chefs d'entreprise, c'est encore une notion, on va dire, qui est futile, cette notion de bonheur au travail, cette notion de Chief Happiness Officer, qui peut paraître un petit peu légère. Est-ce que le fait, justement, ceux qui sont dans cette logique-là, le fait de se dire, bon, ben, au final, on est dans une crise économique, sanitaire, mais qui s'est transformée en crise économique. Et donc, forcément, il faut s'estimer heureux d'encore avoir son job. Donc, il ne faut pas trop demander au chef d'entreprise. Il y a aussi cette logique-là. Bien sûr, et aujourd'hui, il y a deux logiques qui s'opposent. Il y a ceux qui disent, voilà, aujourd'hui, tout ça, c'est futile et encore plus futile qu'avant parce qu'on doit sauver les entreprises. Il y a ceux qui, de l'autre côté, se disent on ne peut pas sauver l'entreprise si on ne fait pas très attention à nos forces, justement, à nos collaborateurs et à nos équipes. Et maintenant, on peut avoir un petit recul parce que le confinement qui devait se terminer au mois de, rappelez-moi, je crois au mois de juin, c'est ça? C'est ça. Continue. Et donc, toutes les entreprises qui ont décidé dès le départ que le confinement n'allait pas s'arrêter, sont sortis beaucoup mieux que d'autres et ont pris en compte très rapidement le facteur humain et surtout, et je souligne ce point-là, l'intérêt porté à comment doivent accompagner d'abord leur manager et leur management de proximité. Parce qu'ils ont tout de suite compris qu'il fallait déjà prendre en compte l'état d'esprit de leurs responsables dans leur organisation pour les aider à accompagner leurs collaborateurs. Et ceux-là ont pu peut-être s'en sortir un peu mieux. Par contre, ceux qui se sont, entre guillemets, excusez-moi le terme, entêtés à dire que c'est futile, je pense qu'ils ont pu voir que ça ne peut pas marcher parce qu'ils comptaient sur 3 mois de confinement. Et aujourd'hui, on est presque sûr, voire sûr, beaucoup d'experts disent que il y aura une nouvelle réalité. C'est fini. On ne peut plus dire que la pandémie va partir, qu'on va revenir comme avant. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait face à la réalité, qui ont pris en compte que cette pandémie, ce n'est pas quelque chose de conjoncturel et de passager, mais quelque chose qui va durer. En tout cas, il y aura une nouvelle façon de vivre. On peut donner du sens et réagir, être plus agile et plus flexible, effectivement, pour rebondir. Alors, Amal Hihi, justement, de nouvelles demandes sur le terrain, une nouvelle façon de demander. Oui, Pardon. oui, pardon, oui, effectivement. C'est-à-dire que je te rejoins, Yasmine, qu'aujourd'hui, on vit quand même une crise mondiale économique et que aujourd'hui les entreprises sont plutôt réfléchissent beaucoup plus à comment
faire durer, en tout cas, la survie. La survie des entreprises, elle est en question. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il y a la survie des entreprises. Il y a aussi toutes les contraintes sanitaires, la mise en place du télétravail, l'éloignement de l'ensemble des collaborateurs du lieu commun. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent actuellement qui peuvent mettre dans un second plan cette recherche de bonheur au travail parce que non seulement d'abord quelque chose qui n'était pas encore très installé, très instauré au Maroc, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais en plus aujourd'hui il y a d'autres urgences, je dirais. Et parmi ces urgences, moi aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord comment ce télétravail qui a été imposé d'une manière vraiment, je dirais, très, très accélérée pour faire face au Covid, comment faire en sorte que ce télétravail puisse se passer dans les meilleures conditions et pour que les collaborateurs puissent le vivre, parce que chacun comment il le vit, il y en a qui le vivent très mal, il y en a qui le vivent plus ou moins bien, mais clairement, on est des êtres, les humains sont des animaux sociaux et donc on a besoin du lien. Et cette déperdition du lien peut impacter la mentalité des collaborateurs, peut aussi impacter l'engagement et elle peut impacter l'esprit d'appartenance, tout simplement, parce qu'on ne voit plus nos collègues, on n'a plus de moments de partage, on n'a plus de moments qui vont consolider les liens. Et le lien humain dans les organisations, c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment je peux faire pour remobiliser, pour recréer un dynamisme, pour réengager les collaborateurs je dirais, une courbe plutôt de progression, une courbe positive et une courbe dans un état d'esprit optimiste vu tout le contexte qu'on vit actuellement. C'est ça la Alors demande. j'imagine, Amel, que même pour vous, c'est un vrai challenge en tant qu'experte parce que vous êtes mis, même votre expertise, je veux dire à vous tous, c'est pas uniquement la vôtre, est mise à rude épreuve parce que vous n'étiez pas préparé non plus pour accompagner des entreprises avec ce type de demande dans ce contexte-là. Avant, l'accompagnement se faisait à travers des team building, c'était relativement classique, il fallait innover peut-être en matière d'idées, en matière d'ateliers, etc. Mais là, c'est toute la manière de faire qui est complètement différente et nouvelle pour vous, les professionnels. Complètement. On a aussi basculé, on a dû s'adapter très très rapidement. Et je reviens sur, si on veut prendre aujourd'hui soin de ses collaborateurs, on a été très malmené émotionnellement. Tout le monde a été malmené émotionnellement. Dans la vie des différents collaborateurs, peut-être qu'ils ont vécu pendant cette période de confinement des drames sociaux, des drames familiaux, il y a des pertes humaines, des pertes financières, etc. Et donc, si je veux aujourd'hui prendre soin de mes collaborateurs, il va falloir que je leur réserve un espace qu'on appelle nous chez nous un SAS, c'est-à-dire c'est un espace d'expression. C'est un espace pour pouvoir justement poser ce qu'on ressent dans cette. On ne peut pas demander aux collaborateurs de faire semblant comme si de rien n'était et d'être dans cette performance acharnée, dans cette recherche justement de donner le meilleur d'eux-mêmes, alors que ils ont des émotions de peur, d'angoisse, etc. Donc c'est très important. On a revu notre offre d'accompagnement et on l'a adapté au contexte actuel. Et par rapport au contexte actuel, le plus important, c'est de permettre aux collaborateurs d'exprimer ce qu'ils ressentent dans cette situation, d'être écoutés, d'avoir un espace d'écoute, de bienveillance, de non-jugement pour qu'ils puissent justement, je dirais, de dire tout ce qu'ils ont ressenti, tout ce qu'ils ressentent et aussi se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls. Parce que quelque part, aujourd'hui, chacun travaille dans son petit coin et ils ont l'impression d'être coupés du monde. Et donc, cet espace d'écoute et de partage fait beaucoup de bien finalement. Ça permet aux gens déjà de vider leur sac avant de pouvoir aller sur des aspects de performance. Et puis le deuxième volet, c'est comment est-ce qu'on peut amener les collaborateurs d'abord à recréer du lien, à redynamiser. Et ça, on ne peut le faire que si on fait le travail sur deux niveaux. Un travail d'abord avec la personne elle-même pour qu'elle puisse se reconnecter à elle-même
se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à ce qui est important pour elle. Et puis, ce n'est qu'une fois qu'elle a fait ce travail-là, qu'elle a vidé un petit peu son sac, qu'elle a exprimé ses émotions, qu'elle s'est reconnectée avec elle-même, qu'elle peut par la suite aller recréer ce lien-là et de réfléchir comment travailler cet esprit d'appartenance différemment. Puisque le télétravail, ce n'est plus une Est-ce solution que je peux me permettre, intermédiaire. Amel, s'il vous plaît, justement par rapport à ça, qui a la compétence au sein d'une entreprise pour accueillir toutes ces émotions? Vous dites qu'il faut un sas, mais il faut aussi l'interface. Voilà, qui peut jouer ce rôle? Est-ce qu'il faut avoir un psy? Est-ce qu'il faut former des gens? Est-ce qu'il suffit d'avoir une bonne amie au boulot? Comment on peut le faire? En faisant appel à des experts, justement. C'est dans ce sens, nous, qu'on a réorienté notre offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre à disposition des collaborateurs, voilà, des professionnels pour pouvoir créer ces espaces d'écoute, ces espaces de partage, ces espaces d'accompagnement. Cet espace de recréation du lien avec des petits groupes, donc pour quand même garder cette interface avec les autres et ce moment de partage si important avec les autres. Donc voilà, en général, c'est ça, c'est-à-dire en faisant appel à des experts externes, ou bien l'autre option, c'est de pouvoir former en interne des personnes, mais ça va demander plus de temps. C'est une solution plus à moyen terme, mais à court terme, on peut faire appel à des experts externes. Mais j'imagine que ça ne doit pas être facile à mettre en place tout ça parce que ça demande de l'argent, ça demande des budgets et les entreprises sont déjà un petit peu asphyxiées. Alors, vous disiez il y a quelques instants, Mustafa Sqat, que les entreprises qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui ont anticipé justement ce besoin-là de bien-être et de bonheur dans ce contexte. Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui a été fait? Alors, moi, je vais essayer de donner quelques exemples concrets, justement, de ce qu'on a vécu. Je vais donner l'exemple d'une entreprise, en tout cas de deux au moins, une grande entreprise et une petite, enfin une petite entreprise. Une petite entreprise nous a contactés quelques semaines avant le confinement pour discuter d'un accompagnement stratégique. Et du coup, quand c'était vers le mois de décembre, et dès que au mois de janvier, on commençait à voir venir à grands pas la pandémie, on s'est dit, ça y est, c'est fini, on va rien faire avec eux. Et ils nous ont rappelé au mois de mars, en nous disant clairement qu'ils allaient justement confirmer leur commande et qu'ils voulaient qu'on s'appuie beaucoup plus sur l'aspect justement humain, relationnel, etc., parce qu'ils voyaient venir la chose très rapidement. C'est un bureau d'études d'ingénierie qui travaille beaucoup sur des grands ouvrages d'art au niveau technique. Donc c'est un environnement très technique, il y a beaucoup d'ingénieurs, de chercheurs, de docteurs, de techniciens, etc. Déjà, leur travail est déjà stressant à la base parce qu'ils ont des délais très difficiles, ils ont un travail très difficile. Ils se voyaient rentrer dans une phase comme ça où le travail va être plus difficile parce qu'ils doivent être sur le terrain et les conditions vont être plus compliquées. Donc voilà, cette entreprise, alors on leur a posé la question, est-ce qu'on peut déjà commencer par faire ça de manière virtuelle? On a fait des tests et le test a été concluant. Et on a fait pratiquement 3 à 4 mois d'accompagnement en virtuel et c'était extrêmement bénéfique. Il y a quelques jours, on était tous ensemble avec tout leur personnel, justement, et ils ont dit clairement qu'heureusement qu'ils ont pris la bonne décision au bon moment, qu'ils n'ont pas, on va dire... Et la grande entreprise, pareil, malgré toutes les contraintes, justement, en plein milieu de confinement, ils ont quand même... demander à ce qu'on puisse travailler avec eux, avec un team building d'abord virtuel. On a travaillé beaucoup à distance avec plusieurs équipes un peu partout dans le monde et surtout au Maroc. Et puis après, il y avait en petits groupes des réunions, etc., qui ont permis de garder un peu cette énergie positive et de ne pas perdre pied justement devant cette adversité. Donc concrètement, alors il y en a sûrement beaucoup parce qu'on se parle entre collègues, même si, encore une fois, les gens, la plupart des managers
bien sûr, sont préoccupés d'abord par le côté économique. Pour ne rien vous cacher que la grande entreprise était aussi en difficulté économique parce qu'elle avait perdu beaucoup de son chiffre d'affaires. Et malgré ça, elle s'est rendue compte qu'elle devait rebooster justement leurs équipes et leur donner espoir sur l'avenir malgré la conjoncture économique difficile et bien sûr sanitaire. Donc maintenant, c'est très difficile. Moi, je me mets à la place d'un décideur. C'est pas évident de se dire ouais, moi j'anticipe plus que d'autres, donc je suis. Mais je pense qu'il y a aussi un lien avec une culture managériale qui est déjà installée. Et ça, je vais y revenir parce que vous avez posé une question importante, c'est qui va pouvoir, dans l'organisation, accompagner ces entreprises. Oui, il faut des experts et des gens qui ont un savoir-faire là-dedans pour qu'ils puissent accompagner les équipes. Mais il faut en parallèle enclencher très rapidement, et ça, une recommandation qui se confirme, très rapidement, il faut... s'il n'y a pas une culture d'entreprise forte, il faut la créer, en tout cas la développer. Deux, si le travail sur le comportement des collaborateurs et des dirigeants n'est pas fait, il faut le démarrer. On a tout de suite vu la différence entre des organisations, même très solides, avec une faible culture d'entreprise, avec très peu de valeurs affichées, etc., perdues, et d'autres qui avaient déjà un substrat. Ils ont rapidement pu consolider ça avec leurs valeurs et le sens qu'ils donnaient à cette pandémie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous avez mais parfaitement nous avons répondu et en plus vous mettez le doigt sur ce point qui est essentiel de la culture d'entreprise. Et en fait, ce qui est incroyable avec cette pandémie, c'est qu'elle vient en fait montrer toutes les failles, hein, quel que soit le niveau, elle vient les mettre en relief. Alors hier, je parlais justement de cette ambiance d'incertitude amenée par la Covid et les entreprises, donc ne sont pas en reste. Et ça participe aussi on va dire, à une ambiance morose, même pour le dirigeant qui est à la tête de cette entreprise. Ce n'est pas évident. Donc on parle de bonheur en entreprise, principalement pour les collaborateurs, mais le chef d'entreprise aussi, il faut penser à lui, n'est-ce pas, M. Scrat? Ou la chef d'entreprise aussi. Bien sûr, le dirigeant en général, il avait déjà un syndrome de solitude. Vous connaissez le syndrome, la solitude du dirigeant, du leader. Aujourd'hui, ça s'est confirmé. Et paradoxalement, l'effet positif de la pandémie dans beaucoup de cas, c'est que le dirigeant, c'est surtout le dirigeant qui était un petit peu distant, a trouvé beaucoup de ressort à se rapprocher de ses collaborateurs. Et ça a créé un effet intéressant. C'est que, sachant qu'il devait absolument sortir de sa distance ou de sa retenue et d'aller un peu plus vers plus de chaleur relationnelle, il a senti qu'il y avait un gisement énorme, même pour lui en termes d'énergie, de pouvoir mieux vivre son statut de dirigeant. Et parce qu'il n'y avait plus rien d'autre, il fallait d'abord penser à ses collaborateurs. Il y a un autre phénomène qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de dirigeants ne se connaissaient pas empathiques suffisamment, et ils l'ont découvert avec la pandémie. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, tiens, moi je me voyais pas du tout appeler mes collaborateurs personnellement chez eux, entendre les bruits de la maison ou le rire d'un enfant ou un bruit de chien, des trucs comme ça. Ça a créé quelque chose de positif in fine, même si, bien sûr, en toile de fond, il y a la pandémie, il y a tout ce qu'on sait. Et quelque part, ce type de stress a créé une nouvelle forme peut-être relationnelle au sein de l'entreprise et peut-être détabouiser certains aspects de la vie au sein de l'entreprise, comme par exemple la vie privée. Et cette histoire d'équilibre vie privée, vie professionnelle est sortie, mais alors d'une manière extrêmement flagrante, c'est que sans ça, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. En fait, c'est une pandémie qui est venue mettre les relations humaines à rude épreuve, puisqu'elle nous éloigne des autres, mais en même temps, elle vient montrer l'importance de cette chaleur humaine. Alors, le mot de la fin avec vous, Amal Hihi, justement, les chefs d'entreprise, et vous êtes une chef d'entreprise également, vous vous en sortez comment moralement? Je pense qu'il y a des hauts et des bas. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Hein.
comme tout chef d'entreprise, on navigue dans l'incertitude, on navigue dans la complexité, on navigue dans un lendemain qui n'est. En fait, c'est très difficile aujourd'hui de faire des stratégies, des visions face dans un brouillard total. Donc, c'est des hauts et des bas. Maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'une des qualités principales à développer en tant que chef d'entreprise, c'est la résilience. Donc, on se doit de développer notre résilience, on se doit de se reconnecter à nos forces de caractère qui vont nous permettre de gérer au mieux cette situation qui peut être vécue, et il ne faut pas avoir peur de dire le mot, comme un traumatisme collectif, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé de plein fouet dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, dans notre façon de faire. Donc on est en train de vivre un changement de paradigme, un changement d'habitude, et ça ne peut pas se faire comme ça sans avoir d'incidence sur notre mental et sur notre façon de... Il n'y a pas de changement sans crise, en fait. Il faut absolument une crise pour qu'il y ait un changement. Merci beaucoup, Amel. Merci beaucoup, Mustafa Skrat, consultant, coach, formateur, CEO. Amel Hihi, business et executive coach certifié. Et justement, à travers la discussion avec vous, 2 sujets me paraissent comme des évidences à traiter prochainement dans On se dit tout. Comment créer une culture d'entreprise, parce que, comme on vient de le voir ce soir, ce n'est pas forcément évident partout. Et puis, ce point sur cette histoire de résilience aussi, c'est un sujet très important. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance en tant que spécialiste, d'avoir pris de votre temps pour venir partager avec nos téléspectateurs. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30, sur Médien Radio pour Bla Méad avec Farhana. Et puis 18h30 en direct pour On se dit tout et un nouveau sujet. Au revoir.